Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cambodge, présentation. 1. Physiquement, le Cambodge présente un peu la configuration d'une cuvette. Des bourrelets montagneux le bordent à l'ouest, au nord et à l'est. Au sud-ouest, dominant le golfe de Thaïlande et jouxtant le littoral, les Phnom d'Enréi ou chaîne des éléphants. C'est dans ce massif, à son extrémité méridionale, que se trouve le plus haut sommet du pays, le mont Aorol, 1771 mètres d'altitude. Prolongation de la chaîne des éléphants à l'ouest du pays, les Phnom Kravan ou chaîne des cardamomes. Là encore, certains sommets avoisinent ou dépassent les 1700 mètres d'altitude, comme le mont Samkos, 1717 mètres. Au nord du massif, la ville et les collines de Pélin, proches de la frontière thaïlandaise et qui dominent la plaine risicole de la province de Battambang. Pélin signifie en thaï saphir ou topaze. Ce fut le centre de la production des pierres précieuses, saphirs et rubis au Cambodge. Et le dernier fief des Khmers rouges. Au nord, la chaîne rectiligne des Dangrek. Elle sépare désormais la Thaïlande du Cambodge. Composée de collines abruptes en partant de l'ouest, elle forme progressivement une falaise de plus en plus élevée et escarpée, montant jusqu'à près de 800 mètres à proximité du Laos à l'est. À pic dominant la plaine du Cambodge au sud, elle descend en pente douce vers la Thaïlande. C'est sur un impressionnant surplomb de cette falaise, à environ 600 mètres de hauteur, que les rois Khmers, il y a quelques 1000 ans, perchèrent le magnifique temple du Phra-Huyar. Pierre de contentieux entre les deux royaumes voisins, en dépit des jugements rendus par la Cour internationale de la Haye reconnaissant la souveraineté du site et du promontoire aux Khmers, les Thaïs continuent d'en revendiquer violemment la propriété et exigent que le tracé de la frontière suive la ligne de crête plutôt que celle située en contrebas du versant septentrional. À l'est enfin, les deux provinces de Ratanakiri et de Mondolkiri, dans lesquelles s'épanchent les derniers sommets de la chaîne anamitique qui court tout au long de la péninsule indochinoise. Terres de mamelons peu élevées mais accidentées, elles sont encore couvertes en partie des forêts anciennes du Cambodge. Difficilement pénétrables, elles restent le refuge des dernières peuplades tribales de ce pays. Les Khmers les nomment Khmerle, les Khmers d'en haut. Elles appartiennent pour la majorité d'entre elles au même groupe linguistique dit austro-asiatique que les Khmers. Mais la quasi-totalité de la population cambodgienne demeure dans la cuvette, regroupée dans sa majorité autour du vaste bassin aquatique qui occupe une bonne partie de la dépression et qui est vital pour le pays. Le Tonlé Sap, que les Occidentaux rebaptisèrent le Grand Lac. En réalité le Bung Tonlé Sap en khmer, le lac de la rivière d'eau douce, occupe le fond de la cuvette. Le Tonlé Sap est non seulement le plus grand lac de l'Asie du Sud-Est mais encore, en ratio, la plus grande réserve halieutique du monde. Son émissaire le relie directement à l'autre ressource vitale du pays, le Mékong. Le Mékong, terme d'origine thaï, le grand fleuve Tonlé Tom, comme le surnomment les Khmers, est le plus long fleuve de l'Asie du Sud-Est, 4180 km. Il traverse de part en part tout le Cambodge. Après les rapides et les défilés de son cours supérieur et moyen, après les impressionnantes chutes de cônes, c'est dans la plaine que forme la cuvette qu'il s'évase majestueusement. Son bassin et celui du lac et ses affluents drainent toute la cuvette. Les rivières qui se jettent dans le fleuve ou dans le lac proviennent des rebords de cette cuvette et d'une petite chaîne montagneuse, isolée au nord-est du lac et parallèle à celui-ci, les Phnom Kulen. L'existence même de ce vaste réseau hydraulique conditionne celle du pays. La bordure orographique du royaume s'ouvre largement au sud. Par cette ouverture s'écoule le Mékong. Il se démultiplie en un vaste delta de plus de 55 000 km² et va se déverser dans la mer de Chine méridionale. Ce delta forme l'essentiel de ce que les Khmers nomment Kampuchéakrom ou Cambodge d'Aval, l'ancienne Cochinchine française, l'actuel Nam Ki vietnamien. Ce fut le berceau de la première civilisation cambodgienne, le Funan. 3. Les rois et le peuple du Funan creusèrent, il y a quelques 2000 ans, des centaines de kilomètres de canaux qui reliaient les bras du grand fleuve entre eux, doublaient les rivières et les fleuves, débouchaient sur le littoral marin, constituait un immense réseau hydrographique d'où émergea cette ancienne civilisation. Ouvrage gigantesque d'une prodigieuse technologie. Les canaux les plus longs dépassaient 200 km, d'un gradient constant. Ils bâtirent leur ville au sein de ce réseau. Une levée de terre les entourait.
Des chenaux dérivés des grandes artères fluviales se ramifiaient pour former une voirie urbaine au long de laquelle s'élevaient, érigées sur les talus, les maisons sur pilotis. Les canaux, qui servaient à l'irrigation et à la batellerie, partaient du Bassac et se dirigeaient, suivant la pente naturelle, vers la mer. Le pays comprenait le sud du Cambodge actuel et la Cochinchine. Il était parcouru par des centaines de canaux, les plus importants servaient de collecteurs. Cet aménagement du réseau fluvial avait plusieurs objectifs: l'irrigation, la pêche, l'écoulement des eaux de la décrue et le transport des marchandises et du riz. Les villes, larges pour l'époque, étaient enceintes de murailles et de fossés, larges douves alimentées par les rivières et servant de réservoirs, que peuplaient les crocodiles. Ces enceintes pouvaient mesurer 3 km x 2 km. À l'intérieur, elles étaient parcourues par des canaux qui formaient un damier régulier, le long desquels étaient distribuées les maisons sur pilotis. L'accès à la mer se faisait également par ces canaux, ainsi que l'accès des bateaux de mer vers les villes. Ces canaux permettaient donc un commerce actif. De plus, servant également à l'irrigation, ils contribuaient à une importante production de riz flottant. Comme aujourd'hui, l'irrigation se faisait par déversement à l'aide de norias, d'écopes ou de systèmes semblables aux chadoufs et de loups égyptiens. On ne sait à partir de quelle date cet aménagement fut réalisé. Mais il est attesté par les chroniques chinoises dès le IIIe siècle, page CN. Ces canaux pour la plupart sont toujours en usage. À l'époque coloniale, l'administration française, suivie désormais par les administrations modernes, réaménagea et entretint ce réseau. À partir de mai, les eaux issues de la fonte des neiges des sommets tibétains viennent grossir celles du Mékong, lequel prend sa source sur ce même plateau tibétain à environ 5000 mètres d'altitude. Les pluies de la mousson des juin renforcent ce phénomène. Dans la plaine alluviale cambodgienne, après Crassier, les eaux du Mékong peuvent ainsi monter progressivement de près de 10 mètres. Les riverains tirent profit de cette variation importante du niveau du cours du fleuve, dans la mesure où cette variation ne s'avère pas trop brutale. À l'étiage, pendant la saison sèche, le fleuve laisse apparaître des bancs de sable ou des îlots alluvionnaires. Depuis au moins le XIXe siècle, le chef du village auquel appartiennent ces parcelles limoneuses et fertiles les alloue annuellement, à tour de rôle, aux paysans de la commune. On y cultive souvent des plantes potagères que l'on revend en ville. Lors des hautes eaux, on fend le talus qui borde le fleuve, talus sur lequel s'allongent, hors de portée des eaux, les maisons du village qui disparaissent dans les bosquets d'arbres fruitiers ou utilitaires. Par cette brèche, les eaux s'infiltrent, entraînant avec elles poissons, phytoplancton et limons légers, et viennent emplir en contrebas du talus un large bassin creusé à cet effet. À la décrue, les eaux de surface se retirent, laissant une mare poissonneuse. On mange ou on vend le poisson, on nourrit les alevins, on épand l'eau et le limon fertilisant sur les terres cultivables. Il n'y a guère, on cultivait encore une variété de riz flottant qui s'allongeait au rythme de la montée des eaux. La tige pouvait atteindre 9 mètres de longueur, on la récoltait juchée sur une barque. Dans les basses plaines du sud, en aval, là où commence le delta, les eaux de la crue inondent les terres, formant une véritable mer intérieure de faible profondeur. Les villes et bourgades furent fondées à une époque récente, sur les rives non inondables. Sur les Inselbergs qui percent çà et là l'uniformité aquatique, on trouvait refuge les hameaux de fragiles paillotes perchés sur leurs pilotis. La pagode bouddhique les surmonte, élançant ses fioritures et ses tuiles rutilantes au-dessus des toits. Les vestiges de l'ancienne civilisation du Funan, parfois encore, coiffent le faîte ou s'accrochent sur le flanc de ces éminences rocheuses. Le long des canaux noyés que distinguent de discrètes balises, la circulation des chalands en devient plus facile. Les pêcheurs, pataugeant dans l'eau jusqu'à la taille, s'activent tandis que leurs enfants nus profitent de l'aubaine et barbotent joyeusement. Lorsque vers octobre l'eau lentement se retirera, son limon aura enrichi la terre. Le phénomène le plus extraordinaire de ce processus millénaire reste l'inversion des eaux. Au fur et à mesure que l'eau du Mékong monte lors de la crue du printemps, elle repousse celle du Tonlé Sap, l'affluent du grand fleuve et exutoire du lac du même nom, et se dégorge dans le lac. Celui-ci double alors de volume. Sa profondeur, de 2 à 3 mètres en saison sèche, descend jusqu'à 10 mètres, voire 16 mètres à certains endroits. Sa superficie, laquelle est de 2500 km² au Basso, atteint et dépasse 10 000 km², allant parfois jusqu'à 16 000 km².
Le lac inonde alors ses berges, poussant ses eaux montantes à plus de 25 km à l'intérieur des terres. Quelques 6 000 à 7 000 km² des forêts en bordure du Tonlé Sap, essentiellement des barigonias, deviennent pendant plus de 4 mois de magnifiques forêts inondées. Là où la forêt a été dégradée par la main de l'homme, une zone buissonneuse disparaît sous les eaux. Au-delà, le flot envahit les champs de culture. Ce phénomène possédait encore une plus grande ampleur à l'époque angkorienne, si l'on en croit les récits de certains voyageurs. Il y a encore un demi-siècle, la superficie du lac atteignait parfois 25 000 km². Avec ses eaux, le Mékong déverse dans le lac une importante quantité de poissons et d'organismes végétaux minuscules. Cette masse végétale forme une véritable soupe nutritive pour la plupart des espèces piscicoles qui y vivent et s'y reproduisent. Milieu favorable à une fraie rapide, très vite cette population piscicole atteint une densité exceptionnelle. On dénombre 250 espèces ichthyologiques dans le lac, dont 15 espèces maritimes, lesquelles, au cours des âges, se seraient adaptées à l'habitat lacustre. On peut en déduire qu'à une époque lointaine, peut-être à la fin du Tertiaire ou au début du Quaternaire mésozoïque ou cénozoïque, le bassin du Cambodge était une vaste baie maritime, dont le Tonlé Sap serait la relique. Parmi ces 250 espèces, la moitié environ appartient à une faune endémique, celle que les Khmers nomment les poissons noirs. L'autre moitié, les poissons blancs, serait la population migrante. Une densité exceptionnelle induit une exceptionnelle industrie halieutique. Celle-ci est encore plus active lors de la pleine lune d'octobre, lorsque les poissons blancs remontant par bancs vers les zones épipélagiques, proches de la surface, regagnent ou tentent de regagner le fleuve. Une des pêches les plus actives, encore artisanale, ancestrale, pêche que l'on retrouve non seulement sur le lac du Tonlé Sap mais également aux abords du Mékong à cette même époque, est celle d'un petit cyprinidé que l'on récolte par monceau. Vidé, foulé, mis à fermenter puis saumuré, il sert à la fabrication du praok, une pâte de poisson ou parfois de crustacés qui est l'ingrédient essentiel, le condiment indispensable de la cuisine cambodgienne. La pêche dans le lac du Tonlé Sap fournit 50% des protéines à la population du Cambodge. Les hommes adaptèrent leur habitat aux conditions dictées par le lac. Certains, sur les berges lacustres, juchèrent leur village sur de très hauts pilotis. Lors de la crue, le village se retrouve posé au ras de l'immense nappe aquatique. Mais la majorité de ceux qui vivent du lac possèdent des demeures flottantes. Tout le village alors, mairie, école, magasin, lieu de culte, flotte sur le lac. Certains villages se déplacent même loin des rives, au gré des pêcheries. Autrefois, avant 1970, la plupart de ces villages étaient vietnamiens. Aujourd'hui, la majorité de ces villageois lacustres sont khmers. Mais l'habitat de chacune des deux ethnies a ses propres caractéristiques, et les villageois ne cohabitent pas. En octobre commence le lent retrait des eaux de surface. Le cours du Tonlé Sap s'inverse et eaux et poissons survivants regagnent le Mékong. Lors de la pleine lune du 11e mois, on fête cet événement dans tout le Cambodge et principalement dans la capitale, face au palais royal. Cette fête du retrait des eaux donne l'occasion d'organiser des courses de pirogues contenant plusieurs dizaines de pagayeurs là où se rencontrent les eaux du Mékong et celles du Tonlé Sap. Cette richesse que les eaux du Grand Lac et celles du Grand Fleuve donnent au royaume fut un des facteurs principaux, voire peut-être l'origine même de l'essor et de la grandeur de l'ancienne civilisation khmère. Mais cette abondance a ses revers modernes qui risquent de la détruire à jamais. La multiplication des édifications de barrages sur le cours supérieur du Mékong en Chine, sur le cours moyen par les Thaïlandais au Laos, diminue grandement le volume des eaux sur le cours inférieur et par conséquent celui de ce limon fertilisant que charrie le fleuve. Le nombre des poissons aussi diminue dans ce même cours inférieur et donc, dans le lac. Certains poissons géants comme le pabouk, dont la chair est si estimée, ou la carpe géante disparaissent dans le sud du Laos et au Cambodge. Avec eux, d'autres espèces migrantes ont vu leur nombre réduit. L'existence, méconnue, des dauphins d'eau douce qui habitent le cours inférieur du grand fleuve est menacée. Il n'y a guère. Une faune nombreuse et multiple peuplait les rives et les alentours du Grand Lac. En une vingtaine d'années, la chasse et les captures, surtout destinées au marché vietnamien, l'ont quasiment fait disparaître. Autre sujet d'inquiétude, le déboisement. Il affecte l'ensemble du Cambodge. Chaque année 420 000 hectares de forêts primaires disparaissent.
avec elles une flore et une faune uniques et précieuses. La disparition des forêts aux alentours du lac, et particulièrement celle de la ceinture sylvestre qui l'enserrait et qu'inondait régulièrement la crue du lac, affecte l'équilibre écologique et les ressources vivrières du Tonlé Sap. Les terres arables sont entraînées par les pluies vers le lac et provoquent une sédimentation qui étouffe la flore pélagique régénératrice et touche l'alimentation des espèces indigènes. Les canaux creusés par les Khmers rouges en dépit du bon sens et au prix de milliers de vies, accélèrent le processus. Leur gradient trop rapide précipite les eaux de pluie, au lieu de les retenir et de les distribuer. En une dizaine d'années, la majeure partie des forêts inondées a disparu. Les riverains coupent les arbres pour en faire un combustible à usage domestique, pour la cuisine ou le chauffage. Ces forêts sont les lieux de frayère des poissons du lac, et particulièrement celles des migrants. La disparition de ces forêts et l'envasement des eaux ont pour conséquence la disparition des frayères, donc la diminution inquiétante de la faune ichtyologique. Qui plus est, ces forêts sont aussi le refuge des alevins qui échappent ainsi à leurs prédateurs avant d'atteindre l'âge adulte. La disparition encore de ces abris entraînera à son tour celle des poissons, et le renouvellement des espèces. La surpêche est une autre cause de la diminution des ressources du lac. Le gouvernement cambodgien vend chaque année des licences de pêche à de grands groupes étrangers, thaïlandais, vietnamiens, singapouriens, chinois, lesquels disposent de moyens et d'une technologie puissante dont ils abusent. Contre eux, les petits pêcheurs indigènes des villages flottants ne peuvent concourir. La concurrence n'est pas équitable. Des mesures furent édictées par les autorités cambodgiennes pour encadrer et limiter les prises. Mais ces entreprises n'en ont cure et il est facile d'acheter ceux-là même qui sont chargés d'appliquer ces mesures. Le royaume du Cambodge couvre une superficie de 181 000 km². Autrefois, à l'époque de la gloire d'Angkor, le royaume s'étendit sur une superficie 2 à 3 fois plus vaste, atteignant sous certains règnes environ 400 000 km². Il recouvrait le bassin de la Menam Chao Phraya, jusqu'à la frontière birmane, le nord de la péninsule de Malacca, tout le nord-est de la Thaïlande actuelle et toute l'ancienne Cochinchine. Aujourd'hui encore, les populations qui vivent au-delà des dents grecques et en général sur le versant thaïlandais de la frontière entre les deux pays, sont de langue et de coutumes khmères. À l'opposé des dents grecques, au sud du Cambodge, le Kampuchéa-Krom fut pendant toute son histoire ou presque partie intégrante du royaume khmer. La migration de plus en plus prégnante des Viets et des Chinois à partir du XVIIe siècle, les intrigues de la cour de Hue au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, en état de force vis-à-vis du Cambodge lequel n'avait plus aucun moyen de résister, permit au Vietnam d'imposer progressivement sa domination sur cette région, l'ancienne Cochinchine. Après les accords de Genève en 1954, la France céda la Cochinchine au Vietnam. Une importante communauté khmer continue d'y résider, éparpillée dans les provinces du Delta, communauté qui n'a jamais coupé ses liens avec ses origines. Les Cambodgiens les appellent Khmer Krom ou Khmer de Laval. Leur village de paillotes sur pilotis insérés dans les futaies de TH-Mo ou palmiers à sucre, Borassus labellifère, se distingue nettement des villages viets. La population du Cambodge compte près de 15 millions d'individus, 14 700 à 1717 en 2010. En 1970, au début de cette tragique décennie qui voit le Cambodge entraîné dans le conflit armé qui bouleverse la péninsule, on estimait sa population à 7 millions d'habitants. En 1979, lors de l'offensive vietnamienne, le gouvernement khmer mis en place par ces derniers annonçait une population de 4 millions d'individus. Chiffre d'évidence minoré pour jeter le discrédit sur les Khmers rouges alors en pleine déroute et justifier l'intervention du Vietnam. Moins de 2 ans plus tard, en 1981, ce même gouvernement déclarait que le Cambodge possédait une population de près de 7 millions de personnes. Puis en 1989, une population de 8 millions de personnes. En 1981, l'aide des Nations Unies en faveur du Cambodge se précisait. Le gouvernement avait donc intérêt à majorer cette fois-ci sa population, pour obtenir une aide en conséquence et donc plus importante. On peut néanmoins estimer que la population du Cambodge en 1980 devait se situer aux alentours de 5 millions de personnes. Il y avait donc un déficit de 2 millions de personnes qu'on eût tôt fait de mettre sur le compte des Khmers rouges.
Le chiffre de 5 millions de personnes ne comprenait pas les réfugiés, lesquels devaient avoisiner 800 000 ou peut-être un peu moins, toujours installés dans des camps le long de la frontière en Thaïlande ou qui avaient été accueillis dans d'autres pays, les États-Unis, l'Australie, le Canada et la France. De 1970 à 1973, les États-Unis d'Amérique soumirent le Cambodge à un intensif bombardement aérien qui avait pour but d'arrêter, sinon de ralentir ou de pénaliser la progression des Khmers rouges vers Phnom Penh. L'intensité de ces bombardements augmenta encore en 1972, bombardements qui avaient été ordonnés par le président Nixon et Kissinger sans l'accord du Congrès et sans même l'en avoir avisé. Ce même Congrès en ordonna l'arrêt au cours de l'année 1973 et ces bombardements cessèrent le 15 août 1973, alors que les États-Unis évacuaient l'Indochine. Les États-Unis déversèrent sur ce petit royaume entre 539 000 t et 2 500 000 t de bombes. Les estimations, comme on peut le constater, varient beaucoup d'un document à l'autre. Quoi qu'il en soit, par rapport à sa taille, le Cambodge détient là un record du monde. On estime que le nombre des victimes tuées dans ces bombardements se situe entre 400 000 et 600 000. 75% du bétail fut également éliminé. Pour l'ensemble de l'Indochine, ce sont 7 200 000 t de bombes que les États-Unis déversèrent non seulement sur le Cambodge, mais également sur le Laos et sur le Vietnam, 2 fois plus que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. 3 400 000 t, tout terrain d'opération confondu. Ce sont donc 1 million ou 1 500 000 victimes qui peuvent être attribuées aux Khmers rouges durant leur règne de terreur folle entre 1975 et 1979. L'expansion démographique a donc été exponentielle. En 30 ans, la population a triplé. Elle se stabilise un peu aujourd'hui. Il y a 20 ans, d'après une enquête démographique effectuée en octobre 1996, les jeunes de moins de 15 ans représentaient 44% de la population. Les adultes entre 15 et 65 ans, 52%. Aujourd'hui, la distribution des tranches d'âge s'est plus équilibrée. Les jeunes de moins de 15 ans représentent 32% de la population, alors que les 15 à 65 ans, 62%. 8. Le nombre des femmes dans la population khmer est supérieur à celui des hommes. En 2012, il y avait 7 386 000 Cambodgiennes et 7 092 000 Cambodgiens. Par contre, les femmes restent socialement défavorisées. À travail égal, le salaire des hommes est largement supérieur à celui des femmes. L'accès à l'éducation est encore moins favorable aux filles. 74% de la population est alphabétisée, même si le niveau des études pour la majorité des Khmers, surtout dans les zones rurales, reste basique. 83% des hommes ont appris à lire et à écrire pour seulement 66% des femmes. La différence néanmoins se rétrécit d'année en année. Un domaine dans lequel les femmes sont mieux dotées est l'espérance de vie. Il est, au Cambodge, de 61 ans pour les hommes contre 66 ans pour les femmes. Une source, École française d'Extrême-Orient. Le Cambodge avant l'histoire. Chronologie. Vers 10 000 AC 2000 ACN, Ant Christum Natom. Culture paléolithique d'Oaben, Oabinien. Population de type védoïde ou australoïde, pygmoïde et un peu plus tardivement, mélanoïde. Vers 8000 AC. Culture néolithique de Bakson. Vers 5000-4000e AC. Apparition d'une nouvelle population dans la péninsule indo-chinoise, probablement ancêtre des populations de langue austronésienne. Vers 3000 AC. Début d'une riziculture primitive. Vers 2000 AC. Début de la culture de Dongson. Site de Samrongsen au Cambodge. 600 AC. Apogée de Dongson. Âge du bronze et du fer. 1er siècle page CN post-Christum Natom. Date présumée de l'émergence du royaume du Funan. 1er siècle page C, peut-être même antérieurement. Début de l'épanchement de la culture indienne sur l'Asie du Sud-Est. La religion et la mythologie, les institutions sociales et politiques, l'écriture et l'usage du sanskrit, les beaux-arts et l'architecture importée de l'Inde se superposent au mode de vie traditionnel. Ce nouvel apport civilisateur modifie en profondeur les us et les coutumes, ainsi que la structure sociale des classes dominantes de ces sociétés.
Préhistoire. En dehors du pithécanthrope ou homme de Java, un Homo erectus, contemporain et proche du synanthrope, et du mystérieux homme de Flores, les découvertes archéologiques essentiellement faites durant le XXe siècle laissent penser que les plus anciens habitants Homo sapiens de l'Asie du Sud-Est appartiendraient à des populations de type védoïde ou australoïde et pygmoïde. Le site archéologique le plus notoire se situe près de Hoa Ben, dans le nord du Vietnam. Il a donné son nom à une période terminative du Paléolithique de cette région. Il fut fouillé au début du XXe siècle par Madeleine Colagny. Hormis les vestiges humains qui nous renseignent sur l'appartenance ethnique de ces peuplades, l'outillage lithique permet d'esquisser l'expansion de leur civilisation et leurs mouvements migratoires. Ces védoïdes et pygmoïdes peuplaient l'Indochine au Pléistocène supérieur, c'est-à-dire au moment des grandes glaciations. La rétention d'eau des immenses glaciers qui couvraient les pôles était telle que le niveau des océans et des mers avait baissé de plus de 100 mètres, libérant ainsi des terres autrefois submergées. On pouvait marcher du Tonkin jusqu'à Bali. Ces conditions climatiques et géomorphologiques facilitèrent sans doute le déplacement de ces populations. Les Védoïdes doivent leur appellation aux Védas, aborigènes de l'Inde méridionale et du Sri Lanka. On retrouve encore leurs descendants en Asie du Sud-Est, comme les Senois de Malaisie, les Toalas de Sulawesi ou peut-être les Moken de l'archipel des Mergui en Birmanie. Des populations de petite taille, dites négritos, que l'on peut qualifier de pygmoïdes, vivent encore, éparpillées sur les péninsules continentales ou les archipels isolés de cette même région, par exemple les autochtones des îles Andaman, les Semang de Malaisie ou les Aeta des Philippines. La lente migration de ces peuples de la préhistoire vers le sud en suivant les terres émergées devait pourtant trouver une limite. Au-delà de Bali ou de Bornéo, là où se situe ce qu'il est convenu de nommer la ligne Wallace, commençaient les eaux profondes sans limitation visible. Ils continuèrent leur progression d'île en île, le long de l'archipel de la Sonde. Puis, pour la première fois peut-être dans l'histoire maritime de l'humanité, se lancèrent à travers les eaux inconnues des mers de Timor et d'Arafura pour aller, il y a plus de 40 000 ans, conquérir l'Australie. Exploit prodigieux, qui devance de plusieurs dizaines de milliers d'années le voyage de ces Méditerranéens qui osèrent à leur tour traverser les ondes marines pour aller aborder la Corse et la Sardaigne. Les ressemblances physiques, sinon même linguistiques, entre les Védas de l'Inde et les aborigènes d'Australie, valurent également aux Védoïdes l'appellation alternative d'Australoïdes. À ces peuples antiques de l'Indochine, vers la fin de l'ère glaciaire, une population de type négroïde, semblable probablement aux Mélanésiens du Pacifique, se serait jointe. Vers 4000 AC apparaissent, venues du nord, de nouvelles peuplades de profil mongoloïde. Elles supplantent les premiers habitants et entament à leur tour une lente migration vers le sud, assimilant, repoussant ou éliminant les cultures antérieures. Mais cette fois, les ères glaciaires ayant pris fin, elles durent pour conquérir ces terres développer une science de la navigation qui fit d'eux, incontestablement, les meilleurs marins que notre humanité n'eût jamais connus. L'extension géographique de ces peuples d'origine commune reste la plus vaste de l'histoire ancienne et s'étend de Madagascar à l'île de Pâques. À ce groupe linguistique, on donne désormais le nom d'Austronésiens. Ce sont les habitants actuels de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la majeure partie des archipels de l'Océanie. Ce sont encore les habitants aborigènes de Taïwan. Des peuplades austronésiennes résident toujours dans la péninsule indochinoise, les Jaurès, les Radés ou Eudés, les Cham. C'est aux Austronésiens que l'on attribue le site de Dong Son au Vietnam, célèbre pour ses tambours de bronze dont on retrouve des exemplaires sur un espace qui va du sud de la Chine actuelle jusqu'à l'extrémité des petites îles de la Sonde. Le site archéologique de Dong Son caractériserait l'apogée de la culture austronésienne, avant l'épanchement de la civilisation hindouisée ou sinisée. C'est encore aux Austronésiens que l'on attribue ces champs de mégalithes appartenant à diverses époques, du néolithique à l'ère moderne, qui célébraient les grandes fêtes funéraires. Un autre groupe linguistique est propre à l'Indochine ou la peuplée de longue date, le groupe austro-asiatique. L'aire d'habitat des ethnies appartenant à ce groupe s'étend en fer à cheval autour du golfe du Bengale, de l'Orissa en Inde jusqu'à la Cochinchine au Vietnam. Ce sont les Mundas du nord-ouest de l'Inde et notamment les Santals du Bengale, le peuple Munda le plus nombreux, les Khazis du Meghalaya toujours en Inde, les Mon de Birmanie et de Thaïlande,
les Wa des confins de la Birmanie et du Yunnan, les habitants des îles Nicobar, les Muong du Tonkin, les Brous, les SRE accent aigu et autres peuplades de la cordillère anamitique, et surtout les Viets ou Kin et les Khmers. On situe leur installation dans la péninsule indo-chinoise entre 1500 et 2000 AC, mais cette datation reste purement hypothétique, qu'aucun élément historique ou archéologique substantiel ne vient étayer. Hypothétique toujours l'origine des Austro-Asiatiques. Toutefois, par assimilation, par adaptation environnementale ou par emprunt mutuel, Austronésiens et Austro-Asiatiques partagent de nombreux traits de civilisation, traits qui ont subsisté jusqu'à nos jours. Ainsi, la culture du riz, irriguée ou sèche suivant le terrain. L'élevage du porc et du buffle, animaux auxquels on donne également un rôle rituel et sacrificiel. Un habitat et des greniers reposant sur pilotis, coiffés par une vaste toiture triangulaire aux pignons surélevés par 2 poutres croisées. Une société matriarcale, matrilinéaire et matrilocale. Maison commune pour les jeunes garçons adolescents, divisés en classes d'âge, avec souvent en corollaire l'équivalent pour les jeunes adolescentes. Le culte des divinités solaires et célestes qui demeurent sur le sommet des montagnes, culte que symbolise l'oiseau, plus particulièrement le bucéros. À l'opposé, les génies chtoniens de la terre et des eaux, symbolisés par le serpent comme le Neak Thu des Cambodgiens. Le culte des ancêtres et les grandioses cérémonies funéraires qui se déroulaient en 2 étapes, et que commémorait l'érection d'un menhir. Pour ce qui concerne spécifiquement la préhistoire du Cambodge, notre connaissance en est parcellaire comme les vestiges de cette période. Les fouilles archéologiques en sont encore à leur début. On a retrouvé, à Lang Spean, une grotte située dans le nord-ouest du Cambodge, des traces d'habitat humain associées à des débris de poterie que l'analyse au carbone 14 fait remonter à 4200 AC. On y a trouvé encore une riche industrie lithique, des pièces assez grossières, non polies, dont certains exemples remontent encore plus loin entre le 9e et le 7e millénaire AC. La plupart des établissements préhistoriques du Cambodge montrent une occupation continue sur une longue période de temps. Lang Spean a servi d'abri intermittent jusqu'au 9e siècle PCN. 11. Samrong Sen, à proximité du Tonlé Sap, peut-être le plus riche des sites néolithiques du Cambodge, a livré un abondant matériel lithique plus élaboré ainsi que des outils en os. Des crânes et des ossements humains vieux de 3500 ans, trouvés sur ce site, prouvent que l'homme de cette époque avait les mêmes caractéristiques physiques que le Khmer actuel. On y trouve en abondance des tessons de poterie montés à la main. Les niveaux les plus récents, aux alentours de 1000 AC, recélaient de belles poteries façonnées dans une argile noire ou brune après une cuisson à basse température, représentant de larges coupes évasées, reposant sur un pied circulaire non moins large, décoré par incision de spirales et de motifs géométriques hachurés. Un bel objet de bronze, de grande dimension que l'on pense être une cloche, appartiendrait à la même époque et possède le même décor spiralé. 12. Dans la province de Kandal, fut trouvée également une urne de bronze, de base ronde, de col cintré et de section lenticulaire, qui devait être maintenue à l'aide d'anneaux incorporés que l'on peut voir encore sur la pièce. Cette urne possède le même décor incisé de spirales en aplat, auquel le bronzier ajouta des motifs animaliers. On rapproche ces 2 bronzes, présentés désormais au Musée national de Phnom Penh, des productions dongsoniennes. En dehors du Cambodge, d'autres sites indochinois livrèrent des urnes et des cloches semblables. 13. En 1959, Louis Malray, de l'École française d'Extrême-Orient, décrivit des sites circulaires qu'il qualifia de néolithiques. La majorité d'entre eux se situent dans les terres rouges de part et d'autre de la frontière qui sépare le Cambodge de l'ancienne Cochinchine. D'un diamètre de 220 mètres environ en moyenne, ces cercles, constitués d'une levée de terre d'1 ou 2 mètres de hauteur, délimitaient selon toute vraisemblance une agglomération. Une palissade ou des bosquets d'épineux, ou encore des futaies de bambou, devaient coiffer ces levées de terre qu'un fossé doublait tout le long de leur face interne. Des dizaines de ces agglomérations circulaires furent reconnues depuis. Elles étaient d'ailleurs connues des populations locales. Leurs villages les jouxtaient parfois, ou étaient même installés à l'intérieur du cercle des levées, et semblaient constituer la descendance de l'habitat néolithique. Bernard-Henri Grolier en effectua les premières fouilles près de Mimo, en 1963.
Ces dernières mirent à jour de nombreux débris de poterie au même décor incisé, et un abondant matériel lithique. Indianisation. C'est sur ces sites néolithiques, en des lieux différents de l'Asie du Sud-Est, directement associés aux pierres et aux tessons de céramique, qu'apparaissent sans transition, brusquement, les vestiges de la civilisation indienne, statues bouddhiques, de belle qualité, sceaux portant une inscription sanscrite. Ces vestiges importés de l'Inde peuvent être datés des débuts de l'ère chrétienne, soit entre le Hayé et 5e siècle de notre ère. Mais des perles de verre ou des verroteries, venues également de l'Inde, trouvées sur ces mêmes sites, notamment au Cambodge ou sur son ancien territoire, attestent de contacts encore plus anciens. Ce sont ces contacts indirectement, cette indianisation, qui permettront en partie l'essor des premiers grands royaumes de l'Asie du Sud-Est et l'émergence d'une culture plus raffinée. L'origine de ces royaumes repose sur le développement de l'agriculture et sur le commerce maritime. Si l'écobuage et les cultures itinérantes sur brûlis permettaient à de petites communautés familiales de subsister dans les forêts et les vallées montagneuses, leur installation dans les vastes plaines alluviales du Mékong ou des autres fleuves de ces contrées suscitera l'accroissement démographique et la nécessité d'un apport nutritif plus important grâce à la riziculture irriguée. L'aménagement de ces vastes plaines exigera un travail collectif, partant, l'apparition d'un pouvoir central, d'une chefferie, d'une société hiérarchisée et d'une spécialisation des tâches. L'Asie du Sud-Est se trouvait sur les grandes routes maritimes qui reliaient même dans l'Antiquité la Chine à l'Inde, et au-delà à la Méditerranée. Elle offrait ainsi des escales propices. Mais surtout, ses richesses naturelles, les épices, les bois précieux, les onguents, étaient très en demande et attiraient la convoitise des marchands. Au contraire du Vietnam, dont la sinisation s'effectua par la force et par une longue domination politique, l'indianisation des autres États du Sud-Est asiatique demeura selon toute vraisemblance pacifique et fut en apparence le fruit de contacts commerciaux et de l'immigration de quelques individus. Son processus, qui de toute façon reste hypothétique, serait un peu long à détailler ici. Si le petit peuple de ces États resta dans un premier temps à l'écart de cette nouvelle culture étrangère, elle fut par contre rapidement adoptée et intégrée par les classes dominantes qui voyaient là un moyen de rehausser leur prestige et de renforcer leur autorité. Quels sont, schématiquement, les apports et les éléments de cette indianisation ? Ce ne fut pas un simple vernis, comme il l'a parfois été écrit. Même si la masse de la population, nous l'avons dit, en resta peu affectée, la civilisation indienne modifia en profondeur la culture des classes dominantes, à savoir la famille royale, le clergé brahmanique, souvent composé d'Indiens de souche qui s'intégrèrent maritalement avec les grandes familles indigènes, l'aristocratie, les intellectuels, les scribes, les artistes, les artisans de haut niveau. L'apport le plus décisif fut l'introduction de la langue sacrée, la langue des dieux, le sanskrit. Par cet intermédiaire, les ancêtres des Cambodgiens eurent accès à l'immense corpus littéraire du brahmanisme. Ils acquirent eux-mêmes la maîtrise de ce discours raffiné, pour reprendre le sens originel du terme, et la totalité des documents uniquement lapidaires que nous connaissons du Cambodge ancien furent écrits dans cette langue. C'est à partir de ces écritures qui servirent à transcrire le sanskrit, et plus particulièrement des alphabets de l'Inde du Sud, essentiellement ceux des dynasties Chalukya et Pallava, comme le grand à accent circonflexe, que les Cambodgiens créèrent leur propre graphie en deux variantes, peut-être au 7e siècle, si on se base sur la première inscription trouvée en langue khmer. C'est cette écriture khmer, d'origine donc indienne, qui fut ensuite empruntée par les Thaïs pour créer leur propre écriture. La religion hindoue et le bouddhisme trouvaient dans l'Asie du Sud-Est un terroir idéal d'implantation. Les analogies entre les cultes indigènes et ceux de l'hindouisme permettaient un certain syncrétisme. Dualisme des génies chtoniens et des génies solaires, de l'oiseau et du serpent, de Garuda et du Naga, culte des montagnes, etc. Le brahmanisme offrait à ces peuples une théologie structurée et une spéculation élaborée qui possédait en outre, par les lois de Manu, une incidence sociale. Le souverain pouvait en retirer l'assise et la justification de son pouvoir sur l'ensemble des classes de la société, que définissaient les lois de Manu. Le système des castes, toutefois, ne fut jamais instauré et le peuple cambodgien ne connut jamais le cloisonnement rigide qui gérait les relations humaines en Inde. Dans les beaux-arts, on perçoit sans conteste les sources esthétiques et dogmatiques de l'Inde, mais très vite, que ce soit dans la statuaire ou dans l'architecture,
les Khmers, à l'instar des autres nations indianisées, exprimeront dans leurs œuvres une vision très personnelle et un style qui leur est propre. 3 sources menèrent à la reconnaissance du cours, encore imprécis, de l'histoire du Cambodge ancien. Les inscriptions épigraphiques, les annales chinoises et les chroniques cambodgiennes. Ce fut à la fin du XIXe siècle et durant le XXe que des savants, français pour la plupart, historiens, épigraphistes, archéologues, entreprirent l'étude de ces documents et reconstituèrent cette histoire oubliée. Le résultat de leurs travaux reste prodigieux et fondamental. Mais, emportés par leur enthousiasme, ils suivirent à la lettre ce que révélaient les documents qu'ils étudiaient, sans y apporter toutefois cet esprit critique qui aurait permis un recul nuancé vis-à-vis d'affirmations trop hâtives. D'aucuns, aujourd'hui, sans remettre en cause l'immense somme réalisée par leurs prédécesseurs, pensent que certaines interprétations pourraient être sujettes à caution. Les sources dont nous disposons, essentielles pour la connaissance, restent à certains égards partiales et partielles. Les inscriptions épigraphiques se retrouvent surtout sur des stèles, placées au sein de monuments, ou sur les parois ou les piédroits en grès de ces monuments. On les érigea afin de commémorer ou de glorifier des donations religieuses, un événement marquant, une évocation historique, un panégyrique, des louanges adressées aux dieux, aux ancêtres ou aux monarques, un acte de disposition légale, la dédicace d'un temps. L'idiome de ces inscriptions fut le sanskrit, souvent versifié, souvent encore exprimé avec beaucoup de maîtrise dans une très belle langue et une très belle calligraphie. À partir de 612, on trouve des écrits lapidaires en vieux khmer. Les stèles deviennent bilingues pour la majorité d'entre elles. En sanskrit, les invocations religieuses, les prières, les louanges, en khmer, l'énumération des dons, les règles pratiques, les conjurations. Les documents chinois se trouvent eux dans les annales tenues par les différentes dynasties qui régnèrent dans ce pays. Récits ou rapports de voyageurs, diplomates, commerçants, religieux, évocation d'événements contemporains, réception d'une mission ou d'une ambassade cambodgienne, arrivée d'un moine bouddhiste venu délivrer la bonne parole. La plus ancienne relation chinoise connue est celle de 2 émissaires envoyés au Funan par le royaume de Wu, au IIIe siècle. Elle est mentionnée dans le Sanggozi, la chronique des 3 royaumes de la même époque. L'original a disparu mais le texte fut repris plusieurs fois dans des ouvrages ultérieurs, notamment dans les annales de la dynastie des Qi méridionaux et dans celle des Liang qui régnèrent successivement peu de temps dans la Chine du Sud au Ve et VIe siècle. Le récit laissé par l'un de ses émissaires, Kang Tai, nous donne un état des événements politiques et de l'histoire du Funan à cette époque. Il nous a laissé en outre une description du pays, de ses villes et de ses canaux, de ses mœurs, de l'aspect de ses habitants, de leur habitat, de leur artisanat. Beaucoup plus tard, Zhou Daguan, à la fin du XIIe siècle, a écrit un journal de voyage détaillé sur Angkor et sur un empire khmer encore florissant, mais déjà à la veille de son déclin. Les relations chinoises correspondant à l'Antiquité du Cambodge comportent néanmoins une difficulté de taille. Celle d'établir la corrélation entre les noms sinisés des personnages historiques et leurs originaux sanscrits. Les chroniques cambodgiennes ou chroniques royales du Cambodge furent consignées à la demande des souverains. La première remonte à la fin du XVIIIe siècle sur les instances du roi siamois, suzerain du royaume khmer. D'autres suivirent au cours du XIXe siècle. Elles reprirent et incisèrent sur la feuille de latanier séché le souvenir lointain, quelque peu confus, de ces grands rois d'antan et de ce passé glorieux conté verbalement de génération en génération à travers les siècles. Les chroniqueurs érudits se basèrent sur cette tradition orale pour transmettre méticuleusement la longue liste des rois d'autrefois, de leurs actes, de leur épopée, avec les lacunes de la mémoire collective, l'idéalisation des faits, laissant souvent l'histoire devenir légende. Qui plus est, leur relation ne débute quasi uniquement qu'à partir du milieu du XIVe siècle. Le Funan et le Zenla. 3 et 6e siècle, Funan. Chronologie. 3e siècle. Stèle de Vocan près de Nha Trang au Vietnam, la plus ancienne inscription lapidaire sanskrite de l'Asie du Sud-Est. Elle semble émaner d'un roi du Funan. 3e siècle encore. Première mention du Funan dans les annales chinoises. C'est également au cours de ce même siècle qu'apparaît en Chine la voile longitudinale qui permet la navigation au plus près, invention qui s'ajoute aux progrès antérieurs que les Chinois avaient apportés à leur jonque. Très vite, s'ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de cette invention,
Les Indiens adoptèrent à leur tour cette technique, laquelle gagnera ensuite le Proche-Orient. Progrès qui développeront grandement la navigation commerciale et les influences culturelles induites. 478 ou 480. Règne du roi Jayavarman au Funan. 514. Mort de Jayavarman. Son fils Rudravarman, de son nom de règne, né d'une concubine, usurpe le trône et assassine son demi-frère, le prince héritier. Rudravarman est le dernier roi connu du Funan. La dernière inscription le mentionnant date de 539. Viêt 7e siècle. Période de la plus ancienne statuaire cambodgienne trouvée à ce jour. La plupart des pièces, exposées désormais au Musée national de Phnom Penh, proviennent des sites proches de Phnom Da et d'Angkor Borei. Elles font toute preuve de maîtrise et d'une stupéfiante maturité. On décèle dans cette statuaire une forte présence de l'Inde, l'influence de l'art d'Amaravati ou celui de l'Empire Gupta. Bouddha au visage rayonnant d'une mystique intime, au corps mu d'un gracieux déhanchement. Réalisme et force de l'iconographie hindoue, essentiellement vishnouite, tel ce majestueux Vishnu cosmique sculpté dans le schiste, entouré de quelques-uns de ses avatars. Fin 6e siècle. Installation d'un nouveau roi dans le centre du Cambodge. Il porte le nom de règne de Bavavarman et serait venu du nord, de la région du Vapho dans le sud de l'actuel Laos. Pour la première fois est mentionné le terme « mère ». La seule date connue de ce roi est 598. Il fonda une ville qui sera sa capitale et portera son nom, Bhavapura. Le Funan. En Indochine, les premiers États hindouisés furent celui que l'on connaît sous le nom chinois de Funan et le Champa ou royaume des Champa. Une stèle, aujourd'hui au musée d'histoire d'Hanoï, trouvée à Vokhan près de Nha Trang, porte une inscription sanscrite que l'on peut attribuer stylistiquement au IIIe siècle PC. Elle semble émaner d'un roi du Funan et permet de connaître la première date concernant ce royaume et son indianisation. C'est également le plus ancien texte lapidaire en sanskrit de l'Asie du Sud-Est et un des plus anciens dans le monde. L'auteur de cette inscription nous y fait part des donations et de la générosité du roi Sri Mara à l'égard de sa parentèle. Une légende nous conte l'origine métissée du Funan. Nous en connaissons 3 versions. Une version sanscrite inscrite sur une stèle dressée dans le site sacré des Shams de Mysore et qui devrait dater du 7e siècle. On retrouve également cette version sanscrite de ce mythe conté sur les pieds droits du temple de Baksei Chamkrong à Angkor dans une inscription royale du Xe siècle. Une version chinoise, rapportée par Kang Tai, cet émissaire chinois du IIIe siècle et qui figure dans les annales d'équis méridionaux écrites à la fin du Ve siècle. Et enfin, la version populaire khmer transmise oralement jusqu'à nos jours. En voici la version sanscrite. En Inde, le prince Kondiya fut injustement chassé du royaume de son père. Le sage Aswathaman, un héros du Mahabharata, lui donna un javelot magique. Là où le javelot se ficherait, là Kondiya bâtira son royaume. Le prince exilé et ses compagnons quitta l'Inde et partit au gré des flots. Leur vaisseau les mena en vue d'une terre semi-émergée ou inondée. Kondiya lança le javelot qui alla se ficher au centre de cette nouvelle contrée. Mais une flottille, conduite par la princesse des lieux, Somme à accent circonflexe, vint attaquer le bateau de Kondiya pour défendre son royaume. Le prince indien transperça d'une seule flèche la frêle embarcation de la princesse. Somme à accent circonflexe, levant les yeux vit le prince et en tomba instantanément amoureuse. Amour partagé, le prince la releva et la vêtit car elle était nue. Le roi Naga, père ophidien de Somme à accent circonflexe, protecteur et propriétaire des eaux et des terres, but l'eau qui recouvrait ces terres, laissant seul un lac en leur centre, et les offrit en cadeau de mariage à Kondiya et à Somme à accent circonflexe. Depuis, leurs descendants régnèrent sur les terres du Cambodge libérées des eaux. Ces eaux qui périodiquement reviennent abreuver cette terre. Les dynastes Pallava font remonter l'origine de leur lignée à un mythe semblable. Le Funan apparaît donc comme le premier empire indianisé du sud-est asiatique, et l'ancêtre du Cambodge. Mais on ne sait que peu de choses sur cet empire indianisé. Ce sont encore une fois de plus les annales chinoises qui nous renseignent. Elles nous ont laissé une ample historiographie qui commence au tout début du IIIe siècle et se termine, pour ce qui concerne le Funan, au début du VIIe.
On y trouve une longue liste de rois et de leurs actes qu'il serait fastidieux de décrire ici. D'autant que les noms et les titres des personnages et les noms des lieux mentionnés ont été sinisés, et qu'il est encore une fois ardu d'en reconnaître les originaux indigènes et sanscrits. Le premier roi cité par ces annales semble néanmoins intéressant. Il s'agit du roi Fanshiman, un général qui se serait saisi du trône à la mort du petit-fils du légendaire Kondia et aurait régné de 203 à 225. Il aurait alors, toujours d'après les documents chinois, accompli de vastes conquêtes. Après avoir soumis les contrées voisines, il aurait armé une puissante armada et conquis plus de 10 pays outre-mer, agrandissant le Funan sur près de 6000 li, soit environ 2500 km. Il succomba à la maladie en 225. Certains historiens, notamment Georges Coedes, ont cru voir en Fanshiman le SRI accent circonflexe Mara de l'inscription de Vokan, ce qui fut controversé. L'auteur de l'inscription pourrait être un descendant de ce personnage, peut-être son petit-neveu. Les annales chinoises enregistrent 3 ambassades du Funan au cours du IIIe siècle, la première ayant eu lieu en 243. C'est pour répondre à ces ambassades que le royaume de Wu, l'un des célèbres 3 royaumes, qui régnaient à cette époque dans le sud de la Chine, envoya la première ambassade chinoise au Cambodge conduite par Kang Tai et Zhu Ying. Ils rencontrèrent d'ailleurs à la cour du roi du Funan, une autre ambassade venue de l'Inde. D'autres ambassades réciproques suivirent. La dernière ambassade du Funan rapportée par les Chinois date du début du 7e siècle. Hormis les affirmations des annales chinoises, l'étendue du royaume du Funan reste néanmoins incertaine. Si l'on croit les documents chinois, la superficie du Funan couvrit un territoire qui alla du bassin de la Ménam Chao Phraya, voire de la frontière birmane et du nord de la péninsule de Malacca, à l'extrémité de la Cochinchine. Cette dernière région d'ailleurs pourrait fort bien avoir été le berceau de l'antique Funan. Mais ce dernier aurait pu n'occuper que la bordure maritime de la péninsule, et n'avoir eu aucune emprise sur l'intérieur des terres. Ou encore, n'avoir été constitué que d'une série de villes-États présentant une civilisation homogène. En dehors du réseau antique des canaux de cette région, ces vestiges sont rares et n'ont été découverts jusqu'à maintenant que dans le sud du Cambodge et au sud du delta du Mékong. Les vestiges de son architecture ne se présentent essentiellement que sous la forme de parois monolithiques, en grès pour la plupart, et de quelques bases de briques. Ces parois de grès devaient constituer la cella de quelques édifices religieux en briques, ou une crypte ou une grotte artificielle. Toutefois, certains éléments, retrouvés surtout en Cochinchine, comme ces koudous ou lucarnes à visage, prouveraient que les temples funanais reprenaient en tout point sinon en grande partie l'architecture indienne. Leurs temples étaient de plans carrés ou barlons, un côté plus long ou allongé donne un quadrilatère irrégulier. Les Funanais imitaient le travail du bois dans les colonnettes, le linteau, les balustres, etc., lesquels étaient souvent travaillés autour à archet. À ce décor, on ajoutait des rehauts de dorure ou de couleur. On y trouvait en outre un mobilier précieux, et des bijoux et des vêtements de prix ornaient les idoles. 20. Ces idoles, souvent légèrement frontales, devaient se présenter adossées à la paroi ou appuyées contre, comme ces 2 représentations de Krishna Govardhanadhara, Krishna soulevant le mont Govardhana, sculptées dans la masse de la cloison de grès dans un bel élan dynamique accentué par un subtil jeu de l'ombre et de la lumière que l'on peut désormais voir au Musée national de Phnom Penh. Les voyageurs chinois décrivirent l'aspect physique des habitants du Funan, leur peau sombre, leurs cheveux bouclés. Ils vont nus ou presque, ou vêtus pour les plus riches d'un léger et délicat habit de lin, qui devait être en fait de coton, plante que les Chinois ne connaissaient pas encore à cette époque. Ils décrivirent encore la douceur de leurs mœurs, leur talent d'orfèvre, la parade du roi sur son éléphant, leurs nombreux livres vraisemblablement écrits sur feuilles de latanier avec des caractères similaires à ceux des Zhou, c'est-à-dire les habitants de l'Asie centrale qui utilisaient eux aussi des caractères d'origine indienne. L'apparence physique que décrivent les voyageurs chinois correspond assez bien aux Khmers les moins métissés, ou aux populations tribales de même origine comme les Kouïs par exemple. On n'est pas sûr non plus de la langue parlée par les Funanais. Si ce n'était le Khmer, ce devait être une langue très proche. Toutefois, certains affirment que les habitants étaient des Mon, peuple des deltas de l'Irrawaddy et de la Chao Phraya, proches cousins des Khmers voire des Shams. Les seuls documents écrits du Funan que l'on retrouva sont des inscriptions lapidaires en sanskrit.
Il s'agit le plus souvent de textes dédicatoires religieux. On y trouve parfois le nom d'un personnage, souvent appartenant à la famille royale. Les rois nommés dans ces inscriptions portent tous un nom de règne se terminant par la formule Varman, que l'on retrouve également chez les monarques Pallava ou les rois javanais de la dynastie des Selandra, les constructeurs de Borobudur, ou encore chez les souverains khmers des lignées royales ultérieures. Varman ou plutôt Varmana est un terme sanskrit qui signifie cuirasse, entre autres traductions, et peut être traduit en l'occurrence par protégé par. Ainsi la titulature fréquente de Jayavarman doit se traduire par protégé par la victoire. Ces inscriptions épigraphiques sanskrites qui remontent à l'époque du Funan furent généralement écrites avec les caractères grand A utilisés aussi par cette même dynastie indienne des Pallavas. Le nom du royaume, Funan, et sa signification restent incertains pour nombre d'historiens. Toutefois, Georges Coedes a avancé une explication très pertinente quant à l'étymologie de ce terme. Funan, prononciation moderne des deux sinogrammes qui le transcrivent, devait autrefois, et plus spécifiquement à l'époque des Tang, soit grosso modo les Vié 9e siècle, être prononcé Bi-Unam. Ce terme Bi-Unam pourrait à son tour dériver du vieux khmer Bnam, aujourd'hui Phnom, qui signifie montagne. Le nom que les Chinois donnèrent à ce pays pourrait donc être la corruption du titre porté par les souverains du Funan, roi de la montagne. Un des rares sites archéologiques du Funan, le plus remarquable, fut trouvé à Hokeo au sud de la Cochinchine. Louis Malray, qui avait repéré le site dès 1938, y effectua les premières fouilles en 1944. Le site se trouve au sud-ouest du Bassac, le bras le plus méridional de l'estuaire du Mékong, à une dizaine de kilomètres du littoral marin. Vraisemblablement relié à la mer par un canal, Hokeo dut être une vaste ville portuaire. Le résultat des fouilles effectuées sur son site permet de penser que la ville existait déjà avant l'ère chrétienne, mais connut une période florissante entre le 1er et le 10e siècle PC. Un canal central traversait la ville antique sur lequel s'embranchaient des canaux secondaires perpendiculaires. Le long de ces canaux, perchés sur de hauts pilotis, dont on a retrouvé les pieux, s'échelonnaient les demeures des habitants. La ville, de plan rectangulaire, était entourée de 5 talus concentriques probablement défensifs. Un canal, toujours en existence, de quelques 90 km de long reliait Hokeo à Angkor Borei au nord, la dernière capitale du Funan. Les fouilles entreprises à ce jour livrèrent un riche matériel diversifié. Soubassement en briques, poteries, outils, sculptures de pierre, restes de colonnes en bois sculpté. À ce matériel s'ajoutent également de nombreux objets venus de l'Inde, de la Chine ou même de l'Iran sassanide. Mais ce qui frappe le plus reste l'abondance des bijoux et ornements corporels d'un très beau travail, ainsi que des pièces de monnaie et des médailles, le tout produit sur place ou importé. Des intailles, un art venu des rives occidentales de l'Asie, avait comme matériaux de base les pierres dures ou précieuses lesquelles étaient gravées en creux, à la différence du camé, et servaient le plus souvent de cachet, de sceau ou d'anneaux sigillaires. L'art de l'intaille reste attesté au Cambodge jusqu'au IVe siècle. De lourds bracelets, des pendants d'oreilles et des amulettes en étain, en or ou en argent, pourraient provenir du Dvaravati, une civilisation Mon indianisée du sud de la Thaïlande actuelle, dont l'origine remonterait au 7e siècle. De nombreux objets d'orfèvrerie avec pierres précieuses ou pierres dures serties en cabochon devraient être une production locale. On a retrouvé des plaques de métaux précieux ou d'étain ainsi que des gemmes, vraisemblablement importées, encore entreposées, attendant l'œuvre de l'orfèvre. Ces trouvailles sont associées à de petites enclumes d'orfèvre, à des moules, à des perles de verroterie inspirées de celles amenées de l'Inde. Autre trouvaille de belle facture, ces anneaux surmontés du taureau couché à l'image du Nandi de Siva, ou ces intailles gravées d'inscriptions sanskrites. Plus surprenante encore, une médaille en or à l'effigie de l'empereur romain Antonin le Pieux portant une date correspondant à 152 PC. On ne peut s'empêcher de rapprocher cette médaille d'un paragraphe du Yuan Shu, les Annales des Han postérieurs, qui mentionne à la même époque la venue en Chine d'une ambassade du Dakin, c'est-à-dire de l'Empire romain, envoyée par l'empereur andin qui est Antonin le Pieux. Cette dite ambassade devait être toutefois une simple visite de marchands originaires des contrées orientales de l'Empire romain. Retrouvez également plusieurs monnaies romaines dont une, vraisemblablement une copie, portait sur une face le portrait du successeur d'Antonin le Pieux, Marc Aurèle.
À Travin, à l'extrémité du delta du Mékong, on trouva une statuette de facture grecque représentant le Poséidon du sanctuaire de l'isthme de Corinthe sculptée par Lysippe au IVe siècle AC. Les annales chinoises mentionnent à plusieurs reprises un roi du nom de Jayavarman qui régnait au Funan à la fin du Ve siècle. La première mention date de 478. Ce roi aurait envoyé de nombreuses missions, diplomatiques, commerciales, religieuses en Chine du Sud. Il meurt en 514. Sur une stèle, découverte dans la province de Takeo au Cambodge, l'épouse de ce roi, la reine Kulaprabhavati, fit graver une dédicace à l'occasion d'une fondation religieuse. Une autre inscription sur le pied droit d'un petit édifice en ruine érigé dans la plaine d'Ejon au nord de la Cochinchine provient de son fils, le prince héritier Gunavarman. Cette inscription nous révèle la fondation, par ce prince, d'un sanctuaire vishnouite pour commémorer la conquête d'un domaine sur la boue, probablement l'assèchement d'une partie de cette zone marécageuse. À la mort du roi Jayavarman, un autre de ses fils, Rudravarman, né d'une concubine, aurait fait assassiner Gunavarman et serait monté sur le trône. Rudravarman, à son tour, envoya plusieurs ambassades en Chine entre 517 et 539. Ce fut le dernier roi du Funan dont on trouve mention. Une nombreuse statuaire atteste de l'éclectisme religieux et de la tolérance qui existait au Funan. La statuaire hindoue, représentant les deux tendances fondamentales de l'hindouisme, le vaishnavisme des dévots de Vishnu et le saivaïsme, côtoyait celle du bouddhisme. La plupart des sculptures attribuées à cette époque lointaine, toutes religieuses, peuvent être datées du VIe ou du tout début du VIIe siècle. Elles comptent parmi les plus anciennes représentations artistiques du Cambodge. Chose étrange, on ne trouve pas de témoignage d'une sculpture plus ancienne et plus fruste qui aurait permis de connaître l'évolution de cet art. Il est vrai que l'usage du bois, comme celui des métaux, est attesté tant dans la sculpture que dans l'architecture. Mais ce matériau périssable, à de très rares exceptions près, n'a pas résisté à l'usure du temps. Dès l'abord, la sculpture cambodgienne fait montre d'une haute maîtrise de la matière comme de l'esthétisme. L'influence indienne l'imprègne. La majeure partie de cette statuaire fut trouvée dans la province de Takeo, autour et dans Angkor Borei et sur le Phnom Da, situé à quelques kilomètres. Angkor Borei, corruption du terme sanskrit Nagarapuri, signifie la cité capitale. Sous le nom sanskrit de Naravaranagara, cité de l'homme vrai, ou cité du meilleur homme, désignant probablement Vishnu, elle fut la dernière capitale, au VIe siècle, du Funan. Angkor Borei se situait, et se situe encore, au confluent d'un réseau de larges canaux dont certains la reliaient au Bassac et à Okeo. Elle devait être dans l'Antiquité la plaque tournante d'une intense batellerie, activité qui n'a toujours pas cessé. La ville est aujourd'hui l'objet de fouilles par l'Université de Hawaï. Sans qu'on puisse en préciser la date d'érection, on a retrouvé les vestiges d'une enceinte de briques d'1 mètre d'épaisseur et de 7 à 8 mètres de hauteur qui l'entourait, formant un carré de 2 km de côté. Un glacis de terre la doublait à l'intérieur. Les eaux des canaux étaient captées et formaient une large douve sur 2 côtés de la ville. Des traces de monuments y furent également mises à jour ainsi que des inscriptions rupestres, dont une en khmer porte la date correspondant au vendredi 21 janvier 612 de notre calendrier. La deuxième inscription datée la plus ancienne trouvée au Cambodge. À quelques kilomètres de là, s'élève le Phnom Da. La colline devait être la montagne sacrée du royaume quand Angkor Borei était la capitale. Elle domine une vaste plaine alluviale et risicole, parcourue par ce même réseau de canaux, que les eaux des crues inondent et enrichissent de juillet à décembre. Le temple d'État devait surmonter la colline haute de 44 mètres. La tour érigée au sommet du Phnom Da ne date que du XII ou XIIIe siècle. Elle repose néanmoins sur les soubassements du monument antique. Composée de latérite et de briques, ses dimensions sont impressionnantes. Elle enferme un des plus spacieux espaces internes de l'architecture de l'ancien Cambodge. Au bas de la colline, sur le versant du coteau, posé sur les rochers et isolé au sein de la broussaille, un petit sanctuaire suscite bien des interrogations. Les gens du pays l'appellent Ashram Maharosei, l'ashram du grand rishi. De base carrée, il est coiffé d'une toiture pyramidale de terrassons semi-dentelés, qui se termine par un dôme miniature surmonté d'un étrange clocheton, le kalasa, le vase symbolique qui recueille l'eau fertilisante des dieux.
L'aspect général de ce sanctuaire rappelle les petits temples ou chandis de Java, dont la construction ne remonte pas au-delà du 7e siècle. L'intérieur se compose d'un sombre déambulatoire qui encadre la cella. C'est à l'intérieur de cette cella que fut retrouvée une très belle statue de Harihara, représentation composite et divinité syncrétique qui réunit en une seule forme cultuelle Shiva et Vishnu. L'architecte ou les donateurs choisirent pour construire le sanctuaire le basalte vacuolaire auquel on ajouta des parements de grès. Le basalte vacuolaire, commun en Indonésie, ne l'est pourtant pas au Cambodge. On ne trouve cette roche que dans l'extrême nord du pays. Un autre temple de même facture, édifié avec la même roche, existe également dans le nord du Cambodge. Pourquoi acheminer de si loin cette roche pour construire l'ashram Maharosei ? La datation du sanctuaire reste difficile à définir. Elle oscille selon les spécialistes du 5e au 7e siècle. C'est de cette région de Takeo et du site d'Angkor Borei que proviennent les statues du Bouddha visibles au musée de Phnom Penh. Elles illustrent indéniablement l'influence de l'art indien, et plus précisément de l'art des époques Amaravati et Gupta, sur les premières œuvres artistiques du Cambodge. Un léger hanchement, la flexion d'un genou anime la statue. La robe du moine, dite mouillée, adhère au corps et en laisse apparaître le modelé doux. Les mouvements du bras et de la main restent libres et ne suivent pas toujours la gestuelle symbolique des canons indiens. À l'instar des sculpteurs Gupta, les artistes khmers s'attachèrent à exprimer la spiritualité que reflète le visage du saint homme. Le visage des Bouddhas khmers est peut-être plus sensuel que mystique. Il est rond, joufflu, joli mais peu ascétique. Le menton est petit, les lèvres ourlées et charnues esquissent un léger sourire, les yeux mi-clos et galbés semblent contempler une béatitude intérieure. Les sourcils fins, continus, dessinant deux arcs légers qui se rejoignent à la racine du nez respectent les poncifs de l'art Gupta. Les sculpteurs représentèrent quelques-uns des signes distinctifs de la bodhéité. L'allongement démesuré des oreilles, l'uesenissa, la protubérance crânienne que recouvrent les boucles en colimaçon de la chevelure. On remarque néanmoins l'absence de l'urna, la touffe de poils frontal caractéristique. L'œuvre sculpturale la plus impressionnante du Funan est sans nul doute cette statue d'un Vishnu que l'on peut désormais voir au Musée national de Phnom Penh. Grâce à sa hauteur imposante, 2,70 mètres, et l'équilibre de ses formes, le dieu emplit l'espace et semble être ce souverain universel que vénéraient ses dévots. Son regard impavide, quelque peu condescendant mais non sans bienveillance, se porte sur le spectateur. Élément inhabituel, il fut sculpté dans le schiste. Ses 8 bras tiennent chacun ou tenaient un attribut distinctif, marque de son pouvoir. La plupart de ces attributs sont ceux que possédaient d'autres dieux du panthéon hindou. Sur la partie droite de l'œuvre, la main du bas tient l'aiguille de Brahma, puis en remontant le foudre d'Indra. Difficile d'interpréter les attributs suivants endommagés. La troisième main pourrait tenir la sphère terrestre, un symbole khmer de Vishnu, et la quatrième le livre des Védas, attribut de Brahma. En continuant vers la gauche, la main haute tient le feu, un des symboles de Shiva, mais aussi l'attribut d'Agni, le dieu du feu. La sixième main tient ce qui pourrait être le croc à éléphant, attribut d'Indra. Puis la peau de l'antilope, autre symbole shivaïte. Et enfin, la masse, attribut de Vishnu. La statue a dû être sculptée au VIe siècle, ou au tout début du VIIe. Les sculpteurs funanais qui, à leur début, traitaient leur sujet en haut-relief, dans l'épaisseur des parois monolithiques, commencèrent au VIe siècle à détourer leurs œuvres pour parvenir à la ronde bosse. Mais ils hésitèrent longtemps à libérer totalement leur sculpture. Par des artifices, ils maintenaient son équilibre. La statue prenait appui sur un pli du vêtement ou un attribut prolongé jusqu'au sol, on gardait une réserve de pierre autour des pieds ou derrière les talons. Le Prabhavali, mot sanskrit que l'on peut traduire par halo, qui encercle souvent la statue hindoue, devenait un arc de soutien. Les statues conservaient de plus une nette frontalité. Adossées pour la plupart à la paroi, elles devaient être vues de face. Ce que l'on peut remarquer sur cette sculpture du dieu Vishnu, comme sur les sculptures de la même époque. Ce Vishnu en majesté devait être l'icône centrale du temple antique du Phnom Da. Elle se trouvait à l'intérieur de la tour actuelle. Elle était entourée des personnages appartenant à son mythe. Leur socle brisé est encore présent sur le site. Il s'agissait peut-être des 10 avatars de Vishnu, ou d'autres divinités appartenant à sa mythologie.
Associées à cette œuvre majeure, deux autres statues de belle taille furent trouvées à l'intérieur de la tour. Un Balarama, le frère aîné de Krishna, tenant l'arère, son attribut, et une autre statue que l'on pense représenter Parashurama, Rama à la hache, la sixième incarnation du dieu. Toujours sur le Phnom-Da, on trouva deux autres représentations sculpturales, de même facture. Elles appartenaient apparemment à la même époque et au même ensemble et furent transportées avec les autres au musée national de Phnom Penh. Rama, le héros du Ramayana, tenant son arc et un Krishna Govardhanadhara. 7e-8e siècle, Zenla. Chronologie. Début 7e siècle. Citrachena, le frère cadet pour les uns, le cousin pour d'autres, de Bavavarman, s'empare du royaume de ce dernier, un peu après 598 ou au début du 7e siècle. Il régnait déjà plus au nord, vers Vafo et dans le nord-est de la Thaïlande actuelle sous le nom de règne de Mahendravarman. Il meurt probablement aux alentours de 610. Son fils Isanavarman lui succède. Il est considéré comme le plus grand souverain khmer de cette période. Isanavarman agrandit notablement son domaine et fonde une ville, probablement à l'emplacement de Bhavapura, ou à proximité, Isanapura, l'actuel site de Sambor Prey Cook, site qui présente les plus anciens exemples de l'architecture cambodgienne. 612. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.